Casablanca, la plus grande ville de l'Afrique du Nord, la 4e métropole du continent africain. Le singulier destin de cette ville champignon, surgie en 40 ans d'une terre à peine défrichée, m'avait paru un bon sujet de film. C'est pourquoi j'étais là, contemplant pour la première fois au fond de la rade la masse blanche des gratte-ciel émergeant de la brume du matin. Avant de commencer mes prises de vue, j'avais décidé de faire un voyage de reconnaissance. Regarder autour de moi, observer les rues et les gens, interroger ceux qui ont été les témoins de la prodigieuse croissance de Casablanca, tel était le programme que je m'étais tracé. Le lyotais effectuait ses manœuvres d'abordage. Qu'allais-je découvrir? J'étais impatient de débarquer. Comme tout voyageur, c'est à travers la glace d'un pare-brise que je fais connaissance avec la ville. Par le boulevard du 4e Zouave, mon taxi débouche sur la place de France. Seules notes africaines, la silhouette des femmes poilues. Nous roulons en plein cœur de la ville moderne, entraînés dans le dédale des sens uniques qu'impose la fantaisie topographique du quartier. J'ai l'illusion d'être encore à Paris. Quand soudain, une rencontre inattendue me ramène à la réalité. Bientôt, mon taxi s'engage sur le boulevard de la Gare, principale artère de Casablanca, dont les arcades abritent les magasins, les cafés, les cinémas. Revenu vers la place de France, je décide d'entreprendre à pied l'exploration de cette esplanade où se concentrent les aspects typiques de la rue casablancaise. Une affreuse palissade marque encore la limite de l'ancienne ville arabe. C'est ici le quartier général des petits cireurs. Pas un Casablancais qui ne se fasse cirer au moins une fois par jour. Ici stationnent ces calèches dont le charme désuet s'associe au mouvement de la rue. Le marchand d'eau accomplit gravement son sacerdoce. Tournez-vous vers l'autre côté de la place. Une animation constante règne autour de la gare routière d'où les cars partent à chaque heure du jour dans toutes les directions du Maroc. Non loin de là, l'inventaire d'un marchand de journaux. Voyons ce que lisent les Casablancais. Quotidien français du matin, journaux marocains qui, naturellement, se lisent de droite à gauche et s'ouvrent à l'envers. Mais la grande attraction de la place de France, ce sont les cafés. C'est au café qu'il faut s'asseoir pour observer la foule casablancaise. Une foule qui ne ressemble à aucune autre. Toutes les races, toutes les couleurs de peau, toutes les vêtures confondues dans la même animation, dans le même courant humain qui descend et remonte le boulevard de la Gare. Je continuais ma promenade en flânant devant les boutiques, admirant le luxe et la diversité des étalages. Supputant devant les innombrables magasins d'armoires frigorifiques et de machines à laver, la prospérité de cette ville jeune, éprise de confort matériel. Ville où les audaces architecturales affrontent les échantillons de tous les styles qui se sont succédés depuis 1914. New York, Nice, Monte-Carlo, des réminiscences de toutes les villes du monde. Et l'on pourrait parfois se sentir transporté dans quelques coins de la cité de Londres. Mais c'est à Marseille que me font songer le plus souvent la rumeur de ces rues et leur trépidante agitation. Ma première lettre ne contenait que des impressions superficielles, décousues. J'éprouvais le besoin de pénétrer plus intimement la vie casablancaise. Apercevant un petit marché, je m'approchais des éventaires des marchands cheleux. Un vrai coin de Provence, ce marché, avec ses fleurs, ses fruits, ses légumes, ceux-là même qui poussent dans le midi de la France. Et ces ménagères avec leurs cabas, le type même de ces petits bourgeois français qui constituent la masse de la population européenne de la ville. 160 000 personnes, dont un bon nombre de méridionaux qui restent fidèles à leur divertissement favori. Que font-ils dans la vie, ces Casablancais moyens? Commerçants, ouvriers, fonctionnaires? Et ceux-là,
qu'étaient-ils? Des gars de Schnorr? Rien de plus agréable qu'une promenade en calèche. Vous traversez au petit trot le parc Lyautey et vous vous dirigez par le boulevard Moulay Youssef vers les beaux quartiers où les citadins riches ont établi leur résidence. Villas luxueuses d'un modernisme agressif ou qui s'abritent sous les ombrages aristocratiques d'Anfa, où l'on chassait encore le chacal il y a 50 ans. Mais quelle est cette tour colossale qui domine le calme plateau de Mer Sultan? C'est le gratte-ciel Liberté, un des derniers nés de Casablanca. Étrange contraste, au pied de ces édifices orgueilleux, les vaches cherchent encore leur pâture. C'est par là que j'ai découvert les vestiges d'un cimetière musulman où Hamlet eût aimé méditer. Et ce marabout qui tient encore tête à la poussée de la vie moderne. Comment dégager le caractère de Casablanca à travers ses aspects contradictoires? Comment comprendre le phénomène de son extraordinaire croissance? J'y songeais qu'en passant devant la tour de l'hôtel de ville, j'aperçus la statue de Lyautey. Lyautey, le créateur du Maroc moderne. Non loin de là, enfoui dans le feuillage, la baraque pieusement conservée où le général Drude avait établi en 1907 son poste de commandement. Casablanca possédait donc une histoire. Il ne suffisait pas de se promener dans les rues, il fallait plonger dans le passé. Je ne tardais pas à découvrir, dans la petite imprimerie qu'il dirige, l'homme qui allait m'aider à remonter le temps, M. Christian Houel, ancien journaliste, un des 30 Français qui vivaient à Casablanca au début de ce siècle. Si vous voulez vous représenter ce qu'était Casablanca à cette époque, commencez par anéantir tout ce que vous venez de voir. Ici, à la place de ces boulevards et de ces immeubles, il n'y avait que de propres jardins, des terres labourées. Puis c'était le bled jusqu'à l'horizon, une terre aride parsemée de touffes de palmiers nains, pas une route, quelques pistes caillouteuses sur lesquelles on ne circulait qu'à dos de mules ou de bourricots. Les 20 000 habitants de Casablanca vivaient à l'intérieur des remparts, dont les vestiges délimitent encore l'ancienne Médina. Et M. Houel m'entraîna dans ce quartier enfoui comme un noyau en plein cœur de la ville. Il suffisait de traverser la place de France. Tandis que nous tournions le dos à la ville moderne pour nous enfoncer dans les petites rues tortueuses, j'avais l'impression de passer d'un monde à l'autre. C'était le va-et-vient de la foule marocaine, la voix nasillarde des haut-parleurs clamant une chanson arabe. C'est par ici que j'habitais il y a 50 ans, m'expliquait M. Houel. Nous étions quelques centaines d'Européens groupés dans ces parages. Les Espagnols, assez nombreux, voisinaient autour de cette place, un vrai coin d'Andalousie. Et tenez, voici la boutique du signor Gomez, l'unique salon de coiffure du pays. La taille de cheveux coûtait 10 sous. Nous arrivions à la porte de la marine. En ce temps-là, la mer baignait le seuil de cette porte. C'est là, sous ces remparts, que j'ai vu débarquer le premier détachement français. 60 hommes, sous le commandement du lieutenant Ballande. Les marins du Galilée escaladent la pente qui menait à cette porte. Au moment où Ballande s'apprête à franchir le seuil, les portes se referment. Ballande met son pied entre les vantaux et repousse la porte. À cet instant, un coup de fusil. Il reçoit une balle dans la main. Son épée tombe. Il la ramasse et se retourne envers ses soldats. En avant, à la baïonnette! Tout en me rappelant l'origine des incidents qui avaient provoqué en 1907 l'intervention de la France, mon compagnon me conduisit chez un vieux photographe de ses habits, M. Schell. Celui-ci nous montra l'arbre qu'il avait planté, la maison qu'il avait construite de ses mains, et s'en alla chercher des documents qui allaient nous permettre d'évoquer la vie de Casablanca au début de la présence française. Des photos, des journaux, et même de vieux films muets. Voici comment débarquèrent, il y a une quarantaine d'années, les pionniers de la ville nouvelle. Les paquebots mouillaient au large. On transbordait les voyageurs dans des barcasses.
Pourtant, l'unique grue du pays n'allait plus suffire au déchargement des marchandises. Meubles, machines, matériaux de construction, le pays s'équipait. À la porte de Bab el-Souk se tenait un marché. L'endroit fut baptisé Place de France. Dès 1912, un chemin de fer à voie étroite la traversait, reliant Casablanca à Rabat puis à Fès. Les premières automobiles faisaient leur apparition. On envoyait des cartes postales aux amis de France. Et comme les rues n'avaient pas encore de nom, on se faisait adresser son courrier poste restante. La ville naissante avait une petite allure de Far West. On y fréquentait beaucoup le café-concert, l'Eldorado, l'Olympia, le seul établissement de Casablanca éclairé à l'électricité, annonçait la vigie marocaine qui, dès sa parution, en 1908, se couvrait de publicité. Le commerce prospérait, les entreprises se multipliaient. L'industrie automobile prenait bientôt la place qui lui était dévolue dans ce pays aux vastes étendues. Et les capitaux affluaient, tandis que les terrains faisaient l'objet d'une intense spéculation. Courtiers intermédiaires se réunissaient au café du commerce, où les affaires se traitaient sur un coin de table. Les lotissements proliféraient au hasard, compromettant l'avenir de la cité. Il était temps que Lyautey débarquât. Le 13 mai 1912, le général Lyautey arrive à Casablanca. Il vient de signer le traité de protectorat, d'installer sur le trône le sultan Moulay Youssef, père du souverain actuel. Ni la pacification du pays, ni la guerre qui 2 ans plus tard éclate en Europe ne l'empêcheront de réaliser la tâche constructive qu'il s'est assignée. Dès son arrivée, il fait établir un plan d'urbanisme. Sous son impulsion, Casablanca commence à prendre son aspect de grande métropole. Là où il n'y avait encore que des terrains en friche, des maisons surgissent. La place de France se transforme, s'élargit, s'entoure d'une ceinture d'immeubles modernes. L'hôtel de ville, le palais de justice, s'édifient autour de la place administrative. Mais l'idée maîtresse de Lyautey, c'est ce port, avec sa jetée de 3 km et ses 100 hectares de superficie. Ce port qui va déclencher l'essor de Casablanca. Quand j'ai conçu ce port, tout le monde a dit « Lyautey voit trop grand, il est fou ». Moi je pensais, ce pays-ci est un grand pays. Un grand pays dont les immenses ressources étaient encore à peine soupçonnées. Pour comprendre la pensée de Lyautey, il faut se rappeler ce qu'était le Maroc au début de ce siècle. Un pays replié sur lui-même, figé dans une civilisation féodale qui avait brillé de tout son éclat à la grande époque de l'islam. Je me trouvais en face de M. Paul Guillemet, ami et collaborateur de Lyautey. Un de ces Français qui, par leur clairvoyance, leur connaissance du pays et de sa langue, ont été les vrais artisans de la collaboration franco-marocaine. Ces antiques traditions, ces côtes inhospitalières, avaient longtemps tenu le Maroc à l'écart des influences occidentales. Pour le rattacher au monde moderne, il fallait d'abord lui ouvrir une porte sur l'Atlantique. Plusieurs petits ports s'échelonnaient le long d'un littoral sauvage. Mogador, Safi, Mazagan. Mais c'est la bourgade de Casablanca, un point insignifiant sur la carte, qui allait devenir la capitale économique de ce pays neuf. La situation géographique de Casablanca devait en faire un des carrefours de l'Atlantique Nord. Et plus tard, l'escale privilégiée des lignes aériennes qui relieront l'Europe à l'Amérique du Sud. À égale distance de Fès et de Marrakech, Casablanca sera le nœud des voies de communications intérieures, le pôle de la vie économique du pays. « 1600 km de voies ferrées, 13 000 km de routes à grand trafic,
32 000 km de routes locales drainent aujourd'hui vers le port de Casablanca les produits du sol et du sous-sol. Et d'abord, cette grande richesse du Maroc, les phosphates. Extraits des gisements de Kouriga et de Louis Gentil, 4,5 millions de tonnes de phosphates sont embarquées chaque année sur des centaines de cargos battant pavillon de toutes les nations. Par l'importance de son trafic, Casablanca rivalise avec Marseille et Rouen. Minerais de manganèse, minerais de plomb, de zinc, de cobalt, minerais de fer. Le Maroc exporte les produits d'un sous-sol qui fournit aussi du charbon et du pétrole. De gigantesques silos permettent d'entreposer les céréales. Pays de grande culture, le Maroc expédie à l'Europe son orge et ses légumes secs, ses oranges, ses clémentines, ses tomates fraîches, ses conserves. Mais déjà, le port est trop petit. Il faut l'agrandir. Ces blocs de béton, 100 tonnes d'une seule coulée, sont immergés sur l'emplacement d'un nouveau môle où pourront accoster les navires, souvent contraints de faire antichambre dans la rade. L'ancien petit port est maintenant réservé au trafic de la pêche, une des grandes activités marocaines. Le port de Casablanca alimente de nombreuses usines de conserve de poissons. Industries alimentaires, industries métallurgiques, minoteries, brasseries, fabriques de vêtements et de chaussures. Le mouvement du port a fait surgir des centaines d'usines qui transforment sur place les produits agricoles ou les matières premières importées. Ainsi s'est formée l'agglomération industrielle des Roches Noires qui s'étend à l'est de la ville sur une distance de plusieurs kilomètres. Une nouvelle centrale thermique vient d'être mise en service. 170 millions de kilowattheures en 1952. Et les 320 000 tonnes de ciment produits par l'industrie locale ne suffisent plus aux besoins d'un pays dont l'essor économique se traduit par cet impératif « construire ». Depuis 40 ans, Casablanca n'a pas cessé d'être un chantier. Vaste stade, usine gigantesque. Le béton qui coule sans cesse façonne et modifie les traits de la cité qui vient de lancer dans l'espace la voûte de son palais de la foire. Une seule portée de 90 mètres. Construire, parce que la population augmente de jour en jour, parce qu'il n'y a jamais assez de maisons, d'entrepôts, d'ateliers. Au centre même de la ville, chaque jour, un nouveau chantier s'ouvre. Chaque jour, un immeuble s'achève. Ainsi s'explique l'étonnante croissance de cette ville champignon qui s'étend sur une superficie égale à la moitié de Paris et dont la population atteint aujourd'hui près de 700 000 habitants. Le sang de Casablanca, c'est son commerce. Toute la population participe à cette activité qui la fait vivre. Dès le lever du jour, les alentours de l'avenue du Général Drude, quartier du commerce de gros, s'animent. C'est ici le fief du commerce du thé, ce thé de Chine qui, accompagné de menthe fraîche, est la boisson nationale du Maroc. Le marché du thé est entièrement entre les mains des Marocains qui ont adopté les méthodes commerciales modernes. La rue Poémiro, les kissarias de la route de Médiouna sont le domaine des marchands de tissus, souvent originaires de Fès.
les chleux de l'anti-Atlas ont le quasi-monopole de l'épicerie, tandis que la quincaillerie est plutôt le patrimoine des Israélites. Les entreprises européennes, l'automobile, les grandes banques, les sièges des sociétés se concentrent au cœur de la ville, entre la place de France et le palais de justice, où les avocats français et marocains plaident côte à côte. Et chaque jour à midi, si de nombreux Israélites marocains habitent la ville européenne, beaucoup d'autres s'entassent encore dans le Mela surpeuplé de l'ancienne Médina. 75 000 Israélites auxquels s'ajoutent sans cesse des émigrés, arrachés par l'appel de la ville moderne au Mela de l'intérieur. Attention, madame. Allez, attention. Allez, attention. Je ne peux pas parler. Ici, la vie juive garde son visage séculaire. Petite synagogue où le rabbin apprend à lire aux jeunes enfants. Cours intérieures où les familles d'artisans vivent en commun, travaillent, font la cuisine sur le primitif réchaud d'argile. Cependant, la jeune génération évolue rapidement, adopte le costume, la langue, les usages de la ville française. Le centre de la vie musulmane s'est transporté au sud-est de la ville, dans la nouvelle Médina. Construite autour de 2 mosquées, la cité Abous forme le cœur d'une vaste agglomération où vit la plus grande partie des 450 000 musulmans. Arcade, Kissaria, les architectes français ont adapté les exigences de l'urbanisme au caractère de l'architecture locale. Sur la grande place s'élève le tribunal du Pacha, la nouvelle Mahakma, du style hispano-mauresque le plus classique. La tradition religieuse de l'islam conserve ici sa simplicité et sa grandeur. Et les mosquées sont trop étroites pour accueillir tous les croyants quand le muezzin annonce le vendredi l'heure de la prière. Autour de la cité Abous se déploient les quartiers populaires traversés de spacieuses avenues. Dans les rues commerçantes, la rencontre de 2 civilisations offre des contrastes curieux. Les cinémas sont très fréquentés et les stars égyptiennes jouissent de la plus grande faveur. Les badauds flânent un peu partout. Un grouillement pittoresque règne dans ces faubourgs où la grande masse des musulmans, ouvriers, artisans, petits fonctionnaires, boutiquiers, continue de vivre comme elle a toujours vécu. La journée terminée, le flot des travailleurs remonte vers les quartiers marocains. Ouvriers des docks, des chantiers, des usines forment aujourd'hui un véritable prolétariat d'origine essentiellement rurale.
Ces émigrés de l'intérieur, berbères du Haut-Atlas ou de la vallée du Sousse, paysans des oasis du Bani et du Dra, ne trouvent pas toujours à se loger dans les médinas surpeuplés. Beaucoup ont conservé leurs habitudes nomades, ou se sont établis à la périphérie de la zone industrielle, dans des baraques de planches et de tôles, transposition de l'antique Nouala de Roseau. Près de 100 000 Casablancais habitent ces bidonvilles, véritables cités qui ont leurs magasins, leurs cafés, leurs minuscules mosquées dont les minarets se dressent comme des girouettes au-dessus des toits. Si les enfants jouent ici comme partout sur terre, si la vie s'y écoule avec dignité, le spectacle de cette disgrâce est inacceptable pour un œil occidental. C'est pourquoi j'avais tenu à rencontrer M. Michel Écochard, chef des services de l'urbanisme du protectorat. Je comprends que ce que vous venez de voir vous est péniblement impressionné. Dites-vous cependant que ces bidonvilles ne sont pas nécessairement le fait de la misère. Il s'agit là d'une maladie de croissance propre aux villes champignons. Songez que le Maroc a parcouru en moins d'un demi-siècle le chemin industriel que l'Europe a mis 150 ans à accomplir. La concentration urbaine qui s'est produite en quelques décades à Casablanca est un phénomène dont le monde offre peu d'exemples. Considérez cette courbe. 25 000 habitants en 1907, 650 000 en 1950. La rapidité de cette croissance a débordé les prévisions techniques. Au début, le problème du logement ne se pose que pour les Européens dont la population surpasse, en 1918, celle des Marocains. Les quartiers européens croissent anarchiquement sur les terrains lotis par les spéculateurs. Mais l'afflux de la population prolétarienne renverse bientôt la proportion entre les deux groupes d'habitants. Malgré la naissance de nouveaux quartiers marocains, le déséquilibre s'accentue. La guerre, en attirant vers les cités industrielles des milliers de ruraux, augmente encore le surpeuplement des médinas. Cette poussée démographique a engendré puis maintenu la plaie des bidonvilles. La tâche essentielle des services de l'urbanisme est de résorber ces agglomérations pitoyables, de créer pour les populations laborieuses des cités nouvelles, en harmonie avec leurs aspirations et leurs besoins. Déjà, les nouveaux quartiers de Sidi Othman et les carrières centrales vont pouvoir abriter des milliers de sans-logis. Déjà, les habitations israélites du front de mer commencent à décongestionner l'insalubre Mela. Déjà s'étend sur le plateau qui domine la ville, la blanche cité d'Ain Shok. Mais ces réalisations ne sont que les prémices d'un vaste plan d'extension, d'ores et déjà mis en œuvre. 1 million d'habitants, telle sera dans 15 ans la population de Casablanca. À l'accroissement des zones industrielles répondra celui des quartiers d'habitation marocains et européens qui couvriront de vastes espaces. Une autoroute partant du centre reliera Casablanca à Rabat, tandis que la petite ville de Fedala, à 30 km de la place de France, verra son sort de plus en plus lié à celui de sa grande voisine. Cette ville future, j'en apercevais la préfiguration dans ce paysage naguère désert, aujourd'hui transformé par l'effort des hommes. Elle s'annonçait dans des monuments construits aux proportions de son avenir, telle cette piscine, la plus grande du monde, où les Casablancais viennent communier par milliers dans la même ferveur sportive, dans le même goût pour la vie au grand air. Je la voyais surtout s'affirmer et s'épanouir à travers la génération qui en constituera demain le peuple vivace. Cette jeunesse saine, joyeuse, instruite dans les écoles modernes. La sève d'un peuple qui s'éveille, d'un pays qui s'élance avec foi vers son destin.